Il fait chaud aussi sur la scène internationale. Il fait même très très chaud selon vos derniers articles et vos derniers commentaires. J'aimerais commencer par celui où vous parlez justement de l'attitude qu'on a vis-à-vis des annonces et des appels de Sergei Karaganov, Oui. le géopolitologue russe. Vous avez fait une note à ce sujet très intéressante. Oui, parce que bon, je suis ce qu'écrit et ce que déclare dans des vidéos, dans des débats, Monsieur Karaganov depuis des années. Donc j'avais repéré assez tôt, ça fait plus d'un an en fait qu'il développe le thème selon lequel la Russie devrait frapper plus durement et l'Europe aller jusqu'à frapper les pays d'Europe, ne pas se contenter de frapper en Ukraine et en assumant, dit-il, le fait que ça puisse se finir par des frappes nucléaires tactiques. Alors, il peut y avoir un goût de la mise en scène, la compétition avec l'ancien président Medvedev, mais il s'agit de sujets graves et j'ai essayé de comprendre en fait ce qui pouvait à la fois déterminer ce type de déclaration. Ensuite, pourquoi ce type de déclaration finalement plaît plutôt en Occident. Deuxième élément. Et troisième élément, comment en fait Karaganov devrait argumenter d'une autre manière pour arriver à l'objectif qu'il voudrait atteindre, qui est celui de mettre fin à la guerre. Et alors, le premier élément, bon, il est évident qu'il y a un débat au sein de l'establishment russe sur la façon la plus appropriée de répondre à l'hostilité européenne et une hostilité européenne de l'Union européenne qui est croissante, au moins en parole, mais qui mise sur un enlisement du conflit. Et donc, il y a un débat qui effectivement est répercuté un peu chez nous, mais on comprend qu'en Russie, il y a des voix qui s'élèvent pour demander une façon plus dure de frapper. Alors, Karaganov, lui, se distingue par le fait qu'il dit il faut frapper l'Europe, l'Union européenne. Il désigne en général l'Allemagne, la Grande-Bretagne, donc qui n'est plus dans l'Union européenne, mais qui joue un rôle important en lien avec la France et l'Allemagne. Bon. Alors, là où ça me paraît à la fois intéressant et contre-productif du point de vue de Karaganov, c'est que évidemment on lui a ouvert pas mal de tribunes jusque dans des publications très hostiles à la Russie en Occident. Et je pense que c'est parce qu'il conforte un préjugé qu'on a sur une forme de brutalité russe et de disposition à frapper très fort, c'est-à-dire qu'il nourrit le fantasme du danger russe pour l'Europe, pour l'Union européenne. Bon. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais il y a quelque chose d'assez étonnant dans la façon de faire de Karaganov, c'est qu'il parle de frappe nucléaire tactique. Or, aujourd'hui, l'armée russe n'a pas besoin d'avoir recours à l'arme nucléaire tactique pour pouvoir avoir un effet maximal, si tant est qu'elle voulait mettre un coup d'arrêt au bellicisme de l'Allemagne, de la France ou de la Grande-Bretagne. C'est quelque chose dont nous avons déjà souvent parlé ensemble. La Russie dispose de l'arme hypersonique. Elle a fait des démonstrations impressionnantes avec les missiles Oreshnik, mais aussi les missiles Kinjal et d'autres. Et donc, je pense que Karaganov aurait beaucoup plus d'effet s'il parlait de quelque chose qui est en fait beaucoup plus effrayant pour nous, parce que la Russie ne prendra jamais l'initiative d'une frappe nucléaire. Elle se défendrait éventuellement en étant attaquée, mais elle ne prendra jamais cette initiative pour une raison très simple, c'est que le premier
qui frappera avec des armes nucléaires, ce serait la première fois depuis Hiroshima, et ça susciterait une réprobation mondiale, voire une coalition mondiale contre soi. Donc, il est évident que les stratèges russes ont ça en tête. En revanche, il y a quelque chose qui est beaucoup plus dangereux pour nous, c'est que si la Russie utilisait des missiles hypersoniques à charge conventionnelle contre des centres militaires et politiques de l'Union européenne, là, l'effet de destruction serait maximal sans avoir l'inconvénient de la radioactivité. Et avec vraisemblablement une plus grande précision dans la frappe. Et moi, je trouverais beaucoup plus fécond que Karaganov se concentre là-dessus, parce qu'à ce moment-là, il utiliserait la réflexion de la nouvelle stratégie militaire, ce qu'on appelle la révolution militaire. Hein. Il y a un autre penseur, Martianov, qui a écrit des livres sur la révolution militaire. Et puis surtout, ça serait beaucoup plus efficace pour faire réfléchir les milieux dirigeants occidentaux, parce que là, on a besoin de gens comme ça qui sont des épouvantails et qui nous font peur, mais personne n'y croit. Alors que je pense que le signal qui a été envoyé avec l'utilisation par 3 fois d'Oreshnik, c'est faites attention parce que nous avons un élément de dissuasion prénucléaire et qui pourrait être très dangereux pour vous. Et ça, en fait, les Européens ne veulent pas l'entendre et il faudrait qu'ils l'entendent. Vous savez, Monsieur Husson, moi, ce que je constate, qui est la possibilité de regarder les médias russes en direct et les échanges, même les gens qui étaient beaucoup plus modérés avant, beaucoup plus posés par rapport à ce qui se passe, aujourd'hui ne considèrent plus seulement que l'Europe a des intentions belliciste, mais elle est déjà belliciste. De fait, quand on voit les frappes sur Voronezh, qui est quand même à l'intérieur de la Russie, ça fait pas partie des nouveaux territoires, etc. Et ce sont des frappes avec Storm Shadow, en tout cas les missiles britanniques. Donc le bellicisme de l'Europe est déjà confirmé et sur le territoire russe. Donc ça demande des réponses. Et puis un autre aspect, c'est que les Oreshnik peuvent être une arme conventionnelle, certes hypersonique, mais peuvent aussi porter des charges nucléaires de manière à éteindre toute possibilité de riposte, ce qu'on explique en tout cas, de riposte par drone ou autre, parce qu'ils anéantissent en fait le champ électromagnétique, etc. Donc il y a cet aspect-là aujourd'hui qu'on entend aujourd'hui à la télévision russe, au-delà des gens qui étaient beaucoup plus excités comme Karaganov, comme même Soloviev, il y a encore 2 ans, il disait « Jachnim pa Parijou », frappons le Paris, etc., brûlons Paris. C'est plus seulement ces gens-là qui parlent. Oui, mais si vous voulez, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que il faut justement éviter de se focaliser sur un Karaganov pour regarder l'évolution réelle de l'opinion russe. Et il y a quelque chose qui devient maintenant une réalité, quelque chose de vraisemblable peut se passer, c'est-à-dire le risque auquel les gouvernants européens exposent leur pays, qui est celui de frappes hyper véloces, et en commençant par des frappes conventionnelles, si vous voulez, parce que déjà ça aura un effet dissuasif terrible et ça sera éminemment destructeur. Et c'est inarrêtable. Nous n'avons pas les moyens du côté occidental d'arrêter ces missiles. Et ça doit nous renvoyer à quelque chose de plus général, qui est le retard militaire pris par les États-Unis et les pays européens de l'OTAN. On l'a vu dans le cas de la guerre d'Iran, où là encore, l'Iran a surpris tout le monde grâce aux missiles hypervéloces qui ont frappé des bases américaines, qui ont frappé en Israël. Et c'est là, moi, ce que je propose,
bon, le personnage de Karaganov il se met volontiers en scène, mais c'est de pas se focaliser sur son point de vue à lui. C'est de comprendre cette radicalisation que vous décrivez d'une partie de l'opinion russe, qui forcément est prise en compte, et même sans doute le président russe lui-même évolue dans la même direction, et donc nous nous mettons en grand danger. Parce qu'il est bien évident que la Russie n'attendra pas que les Européens de l'Union européenne se soient réarmés et soient prêts à lui faire la guerre. Elle agira de manière préventive. Alors, la première étape, c'est de boucler la guerre d'Ukraine. La deuxième, ça pourrait être effectivement des frappes ciblées sur les centres de commandement et les centres politiques, en sachant que, bien sûr, ce sont des armes hyper précises, mais il y aurait forcément d'énormes dégâts pour les populations en termes de destruction d'infrastructures. Et de ce point de vue-là, je trouve que le débat commence à devenir intéressant, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une prise de conscience de ça dans l'Union européenne, parce que on a des dirigeants qui font les matamores, mais qui en fait n'ont aucune des armes pour affronter l'armée russe sur ces sujets. Et on a l'exemple, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut aller au bout de l'analyse de la guerre d'Iran, où Donald Trump, là aussi, a fait le matamor sur les capacités de destruction des États-Unis, mais la réalité, c'est que Donald Trump, il est en train de supplier sans en avoir l'air les Iraniens de signer un accord, quand bien même Israël se comporterait mal, parce que il est confronté à la baisse des réserves stratégiques pétrolières américaines, et que ça devient tout à fait catastrophique. Il y a au plus tard jusqu'à la fin août pour signer un accord. Donc voilà, c'est cette prise de conscience-là que je voulais susciter par l'article et la vidéo auquel vous avez fait allusion. Je pense qu'effectivement, en fait, les Occidentaux sortent les épouvantails pour expliquer à quel point c'est ridicule, en quelque sorte. Donc, ils ne croient pas à l'utilisation d'armes nucléaires contre eux. Donc, de ce fait-là, ils ont la liberté d'agir et les populations peuvent être rassurées parce qu'il n'y aura pas de riposte, il n'y aura pas de réponse. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que, effectivement, tout cela est fait pour endormir en fait les populations et continuer à s'engluer dans cette aujourd'hui guerre qui est devenue l'équivalent, comme vous le dites parfaitement dans un autre article, c'est-à-dire Trump, il a l'Iran comme le pansement du capitaine Haddock, le sparadrap. Voilà. Oui, tout à fait, les Européens, ils ont l'Ukraine maintenant. Donc, il va falloir aussi qu'ils se fassent face après à la même défaite. Et elle est inévitable. Et vous voyez, ce matin, en réaction à la vidéo là dont vous parlez, la vidéo que j'ai faite hier, il y a quelqu'un qui l'a regardé et qui me dit mais est-ce que la France saurait faire face à l'Iran ou à la Russie? Et moi, j'ai répondu spontanément à ce commentaire, mais la France, l'armée française aujourd'hui, et ça me fait pas plaisir de le dire, mais elle serait incapable de faire la guerre à l'armée ukrainienne. Parce que l'armée ukrainienne qui a développé le maniement des drones et qui a développé un certain nombre de stratégies innovantes dans sa guerre avec la Russie, elle serait impitoyable pour des unités françaises, aussi valeureuses soient-elles, mais qui combattraient la guerre d'avant. En fait, dans nos têtes, on a encore la guerre d'Irak de 1990. On a peut-être encore la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi chez nous, c'est qu'on a des dirigeants va-t-en-guerre, matamor, mais qui en fait n'ont absolument pas opéré les modernisations militaires nécessaires pour que nos pays soient capables de se défendre contre des menaces. Vous voyez que là, je décris les choses de manière très neutre. Hein. Je parle de menaces en général. Alors, a fortiori, si c'était la Russie, puisqu'apparemment il y a une obsession au sommet de l'Union européenne pour se lancer dans une guerre avec la Russie à la fin de la décennie. Je pense que on va vers d'énormes illusions. Et encore une fois, vous le disiez à l'instant, ce sont les peuples sur qui ça va retomber.
Mm. J'ai vu même dans certains médias russes sortir l'histoire comme quoi ils préparent déjà, en Allemagne en tout cas, des camps pour accueillir des prisonniers soldats russes. Alors c'est aux Pays-Bas, hein. Oui, plusieurs pays en tout cas européens ont déjà commencé Voilà. à préparer ces camps. Mais c'est vous dire, là, je rejoins tout à fait la thèse d'Emmanuel Todd, selon laquelle la russophobie est une espèce de délire qui n'a plus rien à voir avec la Russie elle-même. Mais en même temps, il faut bien constater, il faut imaginer ce que veut dire qu'un pays comme les Pays-Bas, 80 ans après la Deuxième Guerre mondiale, où l'armée rouge a libéré l'Europe du nazisme, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, eh bien, ils osent imaginer qu'il y ait une guerre contre la Russie et qu'il y ait des camps de détention pour des prisonniers russes. Alors, je me permets de rappeler à tous ces néofascistes européens que l'armée allemande, et là, on ne parle pas des SS, on ne parle pas des nazis, on parle de l'armée allemande. L'armée allemande a laissé mourir 3 700 000 prisonniers de guerre soviétiques sur les 5 500 000 qu'elle avait fait, par mauvais traitement, par travail forcé, donc c'est un véritable génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui compte plusieurs autres génocides, en particulier celui des Juifs d'Europe. Mais là, il y a un génocide assumé qui a été mis en œuvre par l'armée allemande, et dans les termes de ce qu'on appelait le plan de famine. C'était une réunion qui avait eu lieu entre Göring et le commandement de la Wehrmacht le 2 mai 1941 et qui prévoyait de laisser mourir de faim 30 millions de citoyens soviétiques, de manière à ce que l'Allemagne ne soit pas privée de nourriture pendant la guerre. Bon. Donc, il faut se rendre compte, on paye bien sûr l'absence d'enseignement de l'histoire, on paye la propagande déformée qui nous a fait oublier d'une part la guerre génocidaire contre l'Union soviétique menée par l'Allemagne nazie, et d'autre part le fait que c'est l'Union soviétique qui a détruit la Wehrmacht, la plus grande machine de destruction de tous les temps. Et donc, l'exemple que vous donnez est absolument terrifiant, hein. Bon, bien sûr, il faut aller vérifier les sources, il faut voir qu'il n'y a pas d'entourloupe de propagande, mais on a pris bonne note de ce qu'il y a une mentalité néofasciste dans les pays d'Europe de l'Ouest. Et tout cela sur un fond, encore une fois, pareil, presque de moquerie, c'est-à-dire que on va interroger Karaganov par tous les médias, y compris anti-russes, sans problème. On va moquer, en fait, et nier les essais d'Orechnik. Ce que nous a avoué Poutine, c'était juste les essais, en disant que c'est du fake news, c'est de la propagande, que ça n'existe pas, etc. Tout cela pour nous endormir et continuer à faire fi des investissements nécessaires dans les pays européens qui ne savent même plus faire face à une canicule, qui ne savent pas, comme la France, faire face à 5 cm de neige en hiver, parce que c'est un cataclysme, hein, la neige en hiver, c'est pas normal. Vous voyez, la chaleur en été, c'est anormal. Mais on va leur expliquer que les Russes savent rien faire et que de toute façon tout ce qui leur reste, c'est des vieilles bombes nucléaires qui sont peut-être même pas capables de voler. En oubliant de nous rappeler que l'Iran a détruit les radars avec des frappes tout à fait ciblées, même cette histoire d'avion qui a eu juste le radar supprimé, c'était grâce à l'hypersonique. Donc, oui, vous avez tout à fait raison. On est dans un discours qui est totalement contradictoire. C'est que d'un côté, on nous parle de la menace russe, et puis de l'autre, on nous explique que les Russes, en fait, sont incapables de rien faire. Bon, ouais. Alors là, on est dans un déni de réalité. On est aussi dans des méthodes de manipulation du pouvoir. Il est bien vrai que l'une des fonctions du discours anti-russe, c'est de renforcer l'emprise
de la classe dirigeante actuelle dans l'Union européenne sur les populations et d'éviter qu'il y ait des alternances politiques. Et on veut faire ça par la peur. Et puis, si jamais les populations votent mal, eh bien, on saura faire comme en Roumanie pour annuler une élection. Donc, il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'on a ce néofascisme européen et qui est peut-être un petit peu à l'extrême droite, mais qui est beaucoup à l'extrême centre. Et qui a un projet de contrôle, de domination des populations pour tuer la démocratie. Et la mobilisation contre la Russie ou la peur instillée d'un danger russe fait partie de cette stratégie. Il n'empêche que, à force de jouer avec le feu, et à force de penser que la Russie ne répondra pas, et en fait, les dirigeants européens, quand ils voient les frappes de Rechnik, ça leur fait très peur pendant quelques jours. Puis après, ils oublient. Mais ils oublient aussi de dire à leur population que les armes d'en face sont très dangereuses et qu'elles sont bien supérieures à celles dont on dispose en stock. Il faut rappeler que ni les États-Unis ni la France n'ont été capables jusqu'à maintenant de développer des armes hypersoniques. C'est un fait. Hein, c'est pas de la propagande, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas du dénigrement, c'est un fait. Bon. Donc on a cette ambiguïté, c'est-à-dire que d'un côté c'est un instrument de domination. On a essayé le Covid et l'ordre sanitaire, bon, et puis on a vu que ça finissait par porter sur les nerfs des populations. On essaye la monnaie numérique pour contrôler les populations. On a une police qui est incitée à la répression de plus en plus durement, avec des méthodes destinées à intimider, à empêcher le libre jeu du droit de grève, du droit de manifestation, etc. Donc, mais la logique anti-russe en fait partie aussi. Et il y a un moment où on peut être prisonnier de ce petit jeu. Les dirigeants peuvent à un moment causer un grave incident et déclencher un affrontement avec la Russie à l'insu de leur plein gré, si j'ose dire. Et pensez-vous que les Européens auront autant de possibilités qu'a aujourd'hui Trump comme outil dans ses négociations avec l'Iran face à la Russie quand ce sera le moment de négocier? Parce que Trump reste qu'il a quand même des outils. Est-ce que l'Union européenne aura les mêmes? Il y a le caractère central des États-Unis dans le jeu mondial. Il y a le fait que malgré tout, les États-Unis gardent un réel pouvoir de destruction. Non, je crois qu'en fait, à partir du moment où le mouvement actuel se prolongerait, c'est-à-dire que de fait, les États-Unis se retireraient de plus en plus d'Europe et laisseraient l'Union européenne finir la guerre d'Ukraine, les Européens vont se retrouver en mauvaise situation. Et je pense que là aussi, ça fait partie de l'imposture actuelle, c'est-à-dire que ni M. Macron ni M. Merz ne disent la vérité à leur population. C'est que nos pays sont tout à fait incapables de mener des guerres contre la Russie. Et c'est tout à fait invraisemblable que ça soit changé en 3 ou 4 ans, surtout quand la grande décision en matière de défense de M. Macron, c'est de faire construire un deuxième porte-avions, ce qui n'a aucune utilité dans un affrontement avec les Russes. Ou alors, À moins que ce soit un brise-glace. Oui, c'est ça. Et puis, ou alors, si on veut se rapprocher de Saint-Pétersbourg ou bien se rapprocher de la mer Noire, ça sera une cible idéale pour les drones et pour les missiles hypersoniques. On a vu ce qui est arrivé aux porte-avions américains à proximité du Golfe Persique. Ils n'ont même pas pu se rapprocher des côtes iraniennes. Et il y a au moins un porte-avions américain qui a été touché par des frappes de drones.
et vraisemblablement 2, il y en a un autre qui aurait été touché par des missiles. Donc, même s'il y a une censure militaire là-dessus, on commence à parler de ces choses-là. Donc, vous avez tout à fait raison. Il y a aucun réalisme dans ce dont nous parlons, mais vous savez, le réalisme en 1914, il n'a pas joué. Hein, il aurait dû jouer. Objectivement, en 1914, on avait 2 coalitions de force égale. Normalement, 2 coalitions de force égale, elles doivent se dire que ça ne vaut pas la peine de déclencher la guerre. Eh ben, elles l'ont fait. Donc c'est quelque chose effectivement de très inquiétant ce qui est en train de se passer avec une tendance de chaque pays à retrouver les défauts de son caractère national. Les Allemands, il y avait un chef d'état-major de l'armée allemande de l'armée de l'air allemande qui a expliqué que c'était possible de bombarder la Russie dans la nuit. Tout ça titillé par un journal conservateur britannique qui était un peu comme dans l'entre-deux-guerres, trop content de monter les Allemands contre Moscou. On a les Français qui sont dans le dilettantisme le plus pur. Le dilettantisme est une grande tradition nationale. Quand nos dirigeants sont des je m'en foutistes. Donc voilà, pas de problème. On va faire la guerre à la Russie. On va même faire très très peur à la Russie. On va envoyer nos légionnaires là-bas qui se feront aussitôt visés par des drones et par des missiles. Tout ça n'est pas sérieux, mais on peut se retrouver en guerre et avec la meilleure comparaison à prendre, c'est la guerre d'Iran, c'est-à-dire que s'il y a une guerre avec la Russie, il est probable qu'elle soit finie en 40 jours et que ça soit la Russie qui la gagne dans l'état actuel de nos armements. Moi j'aime mon pays, je n'ai pas envie que mon pays soit engagé dans une guerre qu'il perdrait. Donc, je préfère avertir à l'avance et dire vous n'y êtes pas du tout. Et c'est une question d'intelligence stratégique. Quand on n'a pas les moyens de faire la guerre, on essaye d'obtenir par la diplomatie un certain nombre d'avantages qu'on ne peut pas obtenir par la guerre ou même qu'on perdrait si on faisait la guerre. Monsieur Husson, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots aussi au sujet de ce qui se passe entre Trump et l'Iran ? Voilà, les négociations ont démarré, ça avance. Au moment des négociations, Donald Trump encore menace de les détruire. Est-ce que c'est fait pour améliorer le climat ou quel est votre regard d'historien sur ce qui se passe et pouvez-vous nous livrer quelques éléments? Si vous voulez, premier élément, ça a bien été montré par un certain nombre d'analyses. Les États-Unis cherchent à tout prix un accord avec l'Iran à cause de la baisse des réserves stratégiques de pétrole. Et ils vident ces réserves stratégiques pour maintenir bas le prix du baril de pétrole que ils ont intérêt à ce que le détroit d'Ormuz soit complètement rouvert par l'Iran rapidement. Donc, normalement, ils doivent négocier. Ils le doivent d'autant plus qu'il y a un deuxième élément que là, on ne mentionne pas, mais on vient d'en parler, c'est que les États-Unis ont subi la plus lourde défaite militaire de leur histoire. Alors, il n'y a pas énormément de pertes, ça n'est pas si spectaculaire que ça, mais enfin, les États-Unis ont été incapables de vaincre l'Iran, alors même qu'il y a une disproportion du produit intérieur brut. C'est le moins qu'on puisse dire. Le troisième élément, c'est qu'effectivement, les États-Unis sont mis sous pression énorme par Israël. Israël est dans une situation désespérée, dans une forme d'impasse. En particulier Benjamin Netanyahou, parce que depuis des années, on répétait qu'une guerre avec l'Iran se terminerait par une victoire américano-israélienne. Or, c'est le contraire qui se passe. Et l'actuel monde dirigeant israélien se retrouve devant la nécessité d'un exercice qu'ils l'ont toujours refusé de faire depuis des années et qu'ils ont totalement désappris par rapport à ce que pouvait être une forme de réalisme des dirigeants israéliens au début de l'histoire d'Israël. Ils sont devenus incapables de négocier un compromis
avec des États voisins. Même le compromis qui avait été fait avec l'Égypte à la fin des années 70, les actuels dirigeants israéliens, Netanyahou, ou bien ceux qui aspirent à le remplacer, comme Bennett, comme Yair Lapid, ils en sont devenus incapables. Ils ne peuvent pas faire la paix avec l'Iran parce qu'ils ne savent plus comment on fait la paix, tout simplement. Donc ils font pression, ils mettent une pression énorme sur Trump et ils espèrent faire caler Trump parce que il y a encore aux États-Unis beaucoup de partisans d'une reprise de la guerre contre l'Iran dès qu'il y aura une occasion favorable et d'un soutien inconditionnel à Israël. Donc, vous voyez, on est dans une situation très difficile. Je crois que Trump va l'emporter provisoirement parce que il n'a pas le choix. Enfin, les États-Unis n'ont pas le choix. Et ils veulent une paix pour éviter un désastre économique et une catastrophe économique mondiale dont on les rendrait responsables. Mais il est possible que Trump, au bout de cette aventure, ait épuisé tout son capital politique. En déclenchant la guerre, il s'est mis à dos les gens qui l'ont élu et en faisant la paix, il se met à dos les membres de l'establishment qui le soutenaient parce qu'il pensait que Donald Trump s'était converti au globalisme. Donc, vous voyez qu'il est lui-même dans une situation extrêmement difficile. Monsieur Husson, moi je sais que vous suivez beaucoup les réseaux américains, les interventions qu'il y a sur ces réseaux. Cette nuit, j'ai lu que Tucker Carlson, dans une conversation avec Alex Harris, a évoqué la possibilité de false flag aux États-Unis à la manière du 11 septembre. Est-ce que vous avez vu ces éléments et qu'est-ce que vous en pensez, sachant que lui-même dit que le 11 septembre était le Pearl Harbor, pour réveiller les Américains et tourner vers le Moyen-Orient. Oui, ça veut dire qu'on aurait laissé faire, que les services américains auraient eu en fait des renseignements, mais ils auraient laissé faire pour pouvoir entraîner l'opinion américaine dans les guerres ensuite qui ont suivi. Un peu comme on dit, à tort ou à raison, que Roosevelt a laissé faire Pearl Harbor pour pouvoir entraîner l'opinion américaine contre le Japon. Alors là, si vous voulez, cette histoire des attaques sous faux drapeau, il faut comprendre que c'est pas une histoire si nouvelle. Tucker Carlson la sort maintenant, mais en fait, ça fait plusieurs années que on entend raconter aux États-Unis, et c'est pas simplement des bruits de couloir, que Netanyahou met sous pression les présidents américains successifs en les menaçant alors il fait ça en respectant les formes, mais en leur expliquant qu'il y a des cellules que ces services savent qu'il y a des cellules djihadistes sur le territoire américain qui sont prêts à déclencher des attentats. Bon, c'est évidemment des manipulations israéliennes. Hein. Il faut se rappeler que Israël n'a eu aucun scrupule à manipuler l'islamisme quand ça lui rendait service. Par exemple, Daesh, les blessés de Daesh étaient soignés dans les hôpitaux israéliens. Donc tout ça, effectivement, c'est pas complètement nouveau. Moi, j'aurais tendance à penser que si on commence à en parler publiquement, c'est éventé, c'est-à-dire que ça veut dire que ça ne marcherait plus. Mais pendant longtemps, Netanyahou a fait ce chantage sur Trump, sur Biden, sur Obama, en disant vous sous-estimez le danger. Il y a chez vous des cellules dormantes qui peuvent se réveiller à tout instant, et donc soutenez-nous parce que nous sommes le seul rempart pour vous contre ces cellules dormantes. C'est un raisonnement un peu curieux, mais réel. Donc, moi, je crois que ça nous montre plutôt comme Israël est désespéré actuellement, le gouvernement israélien, parce qu'il ne sait plus, en fait, il n'a plus de solution. De même que les États-Unis ont subi une lourde défaite militaire contre l'Iran, l'armée israélienne au sol a été incapable de conquérir ce qu'elle prétend conquérir au
au Liban parce que le Hezbollah l'en a empêché. La seule chose que l'armée israélienne arrive à faire, c'est bombarder et détruire depuis les airs. Grâce à des armes américaines, grâce à des bombes américaines. Qu'est-ce qui se passe le jour où les États-Unis retirent leur livraison d'armes? L'opinion américaine est de plus en plus anti-israélienne. Justement, il y a cette explication par Arakchi comme quoi si l'Iran n'avait pas le balistique, il serait aujourd'hui comme Gaza. Et vous publiez aussi une excellente note sur le témoignage lumineux des chrétiens de Gaza. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, sachant que je rappelle à nos auditeurs que vous avez le Substack Libre Propos, que vous avez la lettre de Brennus dans laquelle tout ça est développé d'une manière beaucoup plus appuyée, et c'est important de vous suivre sur ces volets-là, et voilà. Mais voilà. Oui, effectivement, on n'a pas le temps de donner toutes les sources dans un dialogue comme celui que nous avons actuellement. Donc, les auditeurs qui voudraient vérifier un certain nombre d'informations, ils peuvent le faire sur mon blog Substack Libre Propos, où je donne des références. Alors, si vous voulez, il y a eu lundi et mardi un de ces très beaux épisodes au milieu des horreurs du Proche-Orient. On a de temps en temps des scènes magnifiques où l'humanité se réaffirme. Les deux patriarches de Jérusalem, on sait qu'il y a un patriarche latin, catholique, il y a un patriarche orthodoxe à Jérusalem. Donc, c'est-à-dire que ce sont le patriarche, c'est un titre qui est au-dessus de celui d'archevêque. Les patriarches se sont rendus ensemble à Gaza pour aller voir la communauté chrétienne. La communauté chrétienne qui a un fort noyau orthodoxe et une minorité catholique, mais il faut savoir que la paroisse catholique de Gaza, donc dans la ville de Gaza, est la plus grande en termes de surface et de bâtiments, et elle a, après que l'armée israélienne avait bombardé à l'automne 2023 des bâtiments adjacents à l'église Saint-Porphyre, l'église orthodoxe, beaucoup d'orthodoxes se sont réfugiés dans la paroisse catholique. On a là un bel exemple d'écuménisme chrétien, religieux, de réconciliation en fait entre catholiques et orthodoxes face à l'ennemi commun qui veut détruire Gaza. Et donc les deux patriarches se sont rendus à Gaza. Ils ont rendu visite à cette communauté. Alors il y a guère plus d'1 millier de chrétiens aujourd'hui à Gaza qui sont restés avant que le siège de Gaza par Israël ne commence en 2007. Il y avait encore 7000 chrétiens environ. Et puis beaucoup, les jeunes sont partis faire des études à l'étranger. D'autres, des familles ont émigré vers la Cisjordanie parce que elles voulaient avoir un accès aux lieux saints et être plus proches de leur famille. Donc, à pouvoir aller à Bethléem, pouvoir aller au Saint-Sépulcre, évidemment aussi tant que c'était possible pour les chrétiens palestiniens. Et donc, cette petite communauté s'est vidée. Et au début de la guerre de Gaza, en octobre 2023, il y a un certain nombre de chrétiens, je pense environ 150, qui ont réussi à fuir Gaza et à sortir pour aller se réfugier en Égypte. Donc c'est un petit noyau, mais c'est un groupe de chrétiens qui joue un rôle absolument disproportionné par rapport à son nombre. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a de magnifiques figures à la tête des deux paroisses, la paroisse Saint-Porphyre et la paroisse de l'église de la Sainte Famille. Au passage, je recommande à ceux qui nous écoutent le magnifique livre que Guillaume de Dieuleveux, journaliste au Figaro, a réalisé d'entretien avec le curé de la paroisse de Gaza, le père Romanelli, qui est un prêtre argentin,
et qui est resté avec ses paroissiens et qui livre un témoignage magnifique sur vivre à Gaza pendant la guerre, pendant le génocide. C'est tout à fait remarquable. Et on comprend, entre autres dans ce livre, mais par d'autres témoignages qu'on a aussi, que eh bien les chrétiens de Gaza qui reçoivent une aide humanitaire sous la pression du Saint-Siège, les Israéliens n'ont pas osé fermer complètement l'accès à l'aide humanitaire catholique et en particulier. Et donc, il y a un certain nombre d'habitants de Gaza qui avaient réussi à rester et qui ont bénéficié aussi de cette aide humanitaire, aide en nourriture, aide médicale, hein, et des musulmans qui ont pu en bénéficier au même titre que les chrétiens. Et un autre élément, c'est qu'on oublie qu'il y a aussi des baptistes, donc des protestants à Gaza. C'est eux en particulier qui tiennent l'hôpital baptiste de Gaza, dont on se rappelle qu'il avait été bombardé très tôt par les Israéliens. Les Israéliens ont détruit d'ailleurs en partie l'église baptiste de Gaza, qui est juste à côté de l'hôpital. Et donc on a en fait une très forte solidarité des chrétiens qui ont résisté ensemble, qui ont refusé les ordres d'évacuation quand l'armée israélienne les a donnés à plusieurs reprises. Et alors, là, il faut rendre hommage aux deux papes successifs concernés par ces événements, le pape François et puis le pape Léon XIV, parce que leur engagement direct et visible pour soutenir les chrétiens de Gaza a évidemment intimidé les Israéliens. On sait peut-être que le pape François, quasiment jusqu'à la veille de sa mort, non, en fait c'est jusqu'à la veille de sa mort, en fait, le dimanche, il a appelé au téléphone le curé de Gaza pour prendre des nouvelles, et il en profitait pour parler avec des paroissiens. Et le pape Léon XIV, alors lui, n'appelle pas tous les jours, mais il fait passer des messages régulièrement. Et par exemple, en juillet 2025, il s'était fâché très fort contre le gouvernement israélien qui avait, parce que un char israélien avait envoyé un obus sur le toit de l'église de la Sainte Famille, faisant plusieurs blessés. Donc, on a un engagement des papes qui a permis à la communauté chrétienne de Gaza de rester relativement intacte et de pouvoir créer un espace de vie, une oasis de vie au milieu de la mort et de la destruction qui caractérise la bande de Gaza. Et je pense que c'est un signe très fort d'espérance pour l'avenir, d'autant plus que, ce faisant, les chrétiens de Gaza brisent l'hostilité chrétien-musulman dans laquelle Américains et Israéliens voudraient nous enfermer. Bah, tout à fait. Sur cette note d'espérance, moi j'aimerais maintenant aller revenir sur la France et le fabuleux dîner de Versailles, ce 17 juin. Peut-être une autre note d'espérance pour le rôle de la France sur l'arène internationale. Enfin, je plaisante, mais vous avez fait aussi un article à ce sujet. Qu'est-ce que c'était? Oui, donc on a eu le G7 à Évian et ensuite Emmanuel Macron a voulu inviter Donald Trump et ses collègues du G7 pour marquer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis à Versailles. Alors, on passera sur les inexactitudes historiques puisque c'est à Paris qu'a été signé le traité marquant l'indépendance de la fin de la guerre d'Amérique, pardon. Et puis c'était 1783, mais en revanche, il y a bien eu une aide décisive de la France à la création des États-Unis. Je rappelle aussi, pour ceux qui ignorent ce fait, que à l'époque de Louis XVI, la marine française était la première du monde. Elle a infligé plusieurs défaites à la marine britannique et Louis XVI avait engagé cette guerre pour soutenir les colonies américaines, d'une part, mais surtout pour rétablir la liberté des mers,
puisque les Britanniques avaient tendance à vouloir contrôler la navigation maritime et l'accès dans un certain nombre de ports. Donc Macron a voulu marquer ça et j'ai souligné en fait dans l'article que j'ai consacré, où je rassemble aussi des témoignages, des photos que j'ai ramassées en particulier sur X. J'ai voulu souligner le côté assez étrange, artificiel, surréaliste, c'est-à-dire qu'on a on a des dirigeants qui sont occidentaux, qui sont en guerre, on va dire psychologique, culturelle contre le reste du monde, et en guerre réelle contre l'Iran et contre la Russie, mais qui se croit encore le centre du monde. Et alors avec un président français qui a largement affaibli notre position internationale, mais qui profite encore du prestige de notre patrimoine historique. Et il y avait cette scène un peu pathétique de Macron guidant Donald Trump à travers Versailles, et on avait le sentiment que voilà, on a des dirigeants français qui vivent largement d'une histoire qui les dépasse, et ils ont complètement oublié les leçons d'histoire. Précisément, la monarchie a été grande, la République a été grande, les empires ont pu être grands à un moment parce qu'ils avaient une politique d'indépendance nationale, et Emmanuel Macron, avec sa souveraineté européenne et son alignement sur l'OTAN et l'Occident, il est à l'opposé de ces chefs d'État qui ont construit la France. Écoutez, tout à fait. Enfin, merci beaucoup, cher Monsieur Husson, cher Édouard. Est-ce qu'il y a des actualités qu'on pourrait souligner? Il n'y a pas de séance de dédicace, il n'y a pas de livres qui vont sortir? Non, alors je signale que j'ai commencé et je vais poursuivre sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi Libre Propos. Je développe des vidéos de réflexion sur tout ce que l'histoire de France doit à l'histoire romaine, à nos origines romaines. Parce qu'en fait, je réfléchis sur la manière dont nous pouvons sortir du débat ethnoculturel dans lequel nous enferment nos dirigeants. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration? Est-ce que les immigrés sont responsables de tout ce qui nous arrive? Est-ce qu'on a en France d'un côté d'affreux patriotes fermés sur eux-mêmes face à des citoyens éclairés, cosmopolites, etc. Et donc je réfléchis parce que on a une situation de fait, c'est que on a accueilli largement des populations venues en particulier d'Afrique, mais pas seulement. Vous prenez une ville comme Montfermeil, il y a 46 nationalités différentes d'origine. Et donc, on est devant un défi qui est celui de l'intégration. Et en fait, je pense que la France a une chance dans cette situation, et elle a plus de chances de réussir l'intégration que la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, parce que nous sommes sortis directement de la matrice romaine, et Rome, c'est d'abord une capacité d'intégration civique. Et je résume ça en disant nous sommes des héritiers de Rome. Nous avons pris, en plus à Rome, vers l'Espagne a pris le catholicisme, l'Italie a pris la culture et l'art. Nous avons pris la politique. Et la politique romaine, c'est trois choses fondamentales. C'est l'État, c'est le limes, c'est-à-dire la frontière, et c'est l'intégration civique. Et donc, je réfléchis là-dessus. J'ai déjà fait 2 vidéos, j'en ferai d'autres, j'en publierai d'autres dans les semaines qui viennent, pour essayer de sortir le débat franco-français des impasses dans lesquelles il est actuellement, et pour retrouver une affirmation de la capacité d'intégration française, en même temps que réaffirmer notre ouverture au monde.